The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. On vient de voir une propriété importante qui peut se résumer ainsi. Si f est une application affine, bon, de E dans E, hein, toujours, et phi son endomorphisme associé, alors le fait que 1 ne soit pas dans le spectre de phi implique que f possède un invariant en plus unique, ce qui n'est pas pour déplaire, d'accord? Dans notre tête, dans notre cerveau reptilien, on se dit qu'on peut assimiler f et phi, c'est-à-dire que f, via cet invariant unique, eh ben, f peut être vu comme l'incursion, en quelque sorte, de phi dans l'espace affine, parce que E et EA sont en bijection. Voilà. Alors, maintenant, on peut se poser la question, oui, est-ce qu'il y a une réciproque? Si f possède un invariant unique, est-ce que forcément 1 n'est pas dans le spectre de phi? Oui, c'est vrai. Si f possède un invariant unique, en fait, c'est l'unicité qui va montrer que 1 n'est pas dans le spectre de phi. Effectivement, je vais le faire par la contraposée, d'accord? Et je vais montrer que l'invariant ne peut pas être unique. Effectivement, si j'en prends deux d'invariants, A et A', alors j'ai id moins phi de OA', d'après la formule que j'avais vue tout à l'heure, est égal à OF de O, d'accord? Id moins phi de OA égale OF de O aussi. Donc maintenant, je fais la différence, ça fait id moins phi de AA', quand je vais faire la différence par la formule de Schall, égale le vecteur nul. Donc AA' appartient à l'espace propre correspondant à la valeur propre 1 de phi, d'accord, que j'appelle E1, et donc A', il va être dans l'espace affine, défini par le point A, d'accord, qui est cet invariant, d'accord, qu'on a trouvé, et de direction E1, d'accord, et donc on va avoir tout un espace. À partir du moment où il existe un invariant, eh bien, il va y avoir tout un sous-espace affine d'invariants de direction E1. Ça, c'est intéressant. D'accord, voilà. Maintenant, ça y est, on a trouvé quelque chose d'assez général, puisque bon, on va se dire, tiens, 1, c'est bien le diable s'il appartient à spectre de phi. Ouais, mais des fois, c'est le diable. Parce que des fois, vous utilisez, on va voir surtout des isométries, et les isométries, ben, vous avez donc les réflexions qui vont avoir 1 comme réflexion orthogonale, qui vont avoir 1 comme valeur propre, les rotations dans l'espace qui ont un axe invariant. Bon, ben, tout ça, ça va faire qu'on va être obligé de s'intéresser au cas 1 appartient à spectre de phi. Et là, c'est plus difficile. Ça va demander une étude de la réduction un peu plus poussée. Vous allez voir. Pour l'instant, on fait une digression et ça ne va pas nous faire de mal d'apprendre des choses. D'abord, on voit que f, à partir du moment où il ne possède pas un invariant, bah, au moins, on l'a vu dans la première vidéo, f va se décomposer en une translation rond, une application affine qui possède O comme invariant. O, n'importe quel point qu'on a choisi au départ comme invariant. Donc on voit qu'on va avoir la loi rond qui va intervenir, et il faut faire une petite étude particulière de la loi rond. Alors la loi rond, regardons d'abord qu'est-ce que c'est que G rond F de M. Bah, G rond F de M, si G et F sont des applications affine dans E, ben ça fait G de F de M c'est F de O plus F flèche de OM, bien sûr. Maintenant, je vais appliquer la formule pour G, mais je ne vais pas l'appliquer pour le point O, ce serait dommage, je vais l'appliquer pour le point F de O, puisque de toute façon, on a vu que c'était indépendant du point. Donc ça fait G de F de O plus G flèche de F flèche de OM. Je ne fais qu'appliquer la formule des applications affines, cette fois-ci avec un choix du point.
Voilà. Et bien, maintenant, ça fait donc G rond F de O plus G flèche rond F flèche de OM. Bon, voilà. Maintenant, ça y est, on a vu, on a une application, on va étudier l'application qui a F donne F flèche. Mais cette application, est-ce que déjà elle est bien définie? On sait qu'il en existe une, mais est-ce qu'il y a un unique F flèche? À partir du moment où on a une application affine, ça veut dire qu'il y a un F flèche, c'est ça. Mais est-ce que ce F flèche est unique? On n'y a pas encore réfléchi. Bon, c'est le moment de le faire. Ben oui, parce que dans ce cas-là, à partir du moment où ça existe, F flèche de V, V, ben je pars d'un point O que j'ai choisi, ça fait V, c'est OM, F flèche de OM, et là, ça va être F de O, F de M. Donc vous voyez bien que si ça existe, ben, c'est bien unique, c'est complètement déterminé. D'accord? Donc cette application, elle existe bien. Et maintenant, ce qu'on vient de voir, ben, c'est que G rond F, ici, c'est égal, flèche, c'est égal à G flèche rond F flèche, d'après ce qui est. Ok, id, bah, si on prend l'identité affine, hein, l'identité dans E, et ben, si on met un flèche, ben, c'est id. Hein, ça, c'est clair au départ, hein, c'est vraiment facile à voir. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, ici, donc après vous pouvez le montrer en exercice, mais c'est très facile, hein, si f est inversible, alors là, ça va être inversible aussi. Donc, vous allez avoir ici une application qui va de GA dans GN. D'accord? Voilà. Et pourquoi je parle des inversibles? Parce que ici, j'ai une structure de groupe pour la loi rond, alors que là, je n'avais pas une structure de groupe. D'accord? Donc ici, je vais avoir un morphisme de groupe. Hein? Voilà. Bon, bah, morphisme, qui dit morphisme de groupe, bah, ça fait qu'on va se poser des questions. Est-ce que c'est surjectif? Est-ce que c'est injectif? Bon, alors surjectif, ben oui, on part de phi, ici, et je vais construire f de m est égal à O plus phi de OM. Eh bien, vous voyez, pourquoi je prends O? Pourquoi je ne prends pas, je pourrais prendre O', mais je vais faire en sorte que O soit un invariant, d'accord? Et ce qui va faire, d'après ce qu'on a vu, que ce F-là, c'est vraiment l'homologue de phi quand on assimile le vecteur nul de l'espace vectoriel à l'origine O, ici, dans l'espace affine. Et donc, c'est facile de voir que ça va bien être inversible, ce F, et en plus, c'est très facile de voir qu'il stabilise O. Donc, on a une surjectivité. Injectivité, ben non, parce que on regarde le noyau, ben c'est les applications affines qui ont pour image l'identité, et ça, ben c'est ce qu'on appelle les translations, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, entre parenthèses, si on doit restreindre ici à GAO, on va avoir, quand on va prendre l'antécédent d'accord, de l'identité, il va falloir prendre une translation, mais une translation qui fixe O. Mais une translation qui fixe O, bah, c'est l'identité, donc là, ça va devenir injectif. Et comme c'est surjectif, d'après ce qu'on a vu là, c'est donc un isomorphisme. Donc on va avoir un isomorphisme important entre GAO, donc les éléments du groupe affine qui fixe O, et GL, d'accord, qui correspond vraiment à ce qu'on pense, hein, toujours pareil, que O, c'est pareil que E, l'espace vectoriel. Voilà. Et en général, eh ben, on a, bon, alors ça s'appelle une suite exacte, mais on va avoir un morphisme surjectif de GA dans GL, et dont le noyau, c'est le sous-groupe forcément distingué des translations. Puisqu'on a étudié la loi rond, j'en profite pour faire un peu de représentation matricielle. Ça, c'est vraiment très pratique pour le calcul. Et toujours pareil, ça reste dans l'esprit d'essayer
passer de cette géométrie affine où on n'est pas à l'aise vers des choses comme les matrices, le calcul matriciel, sur lequel on est un petit peu plus aguerri. Donc, je vous rappelle qu'on avait G rond F de M, c'est G rond F de O plus G flèche rond F flèche de OM. Ça, c'était important. D'accord ? Regardez ce que ça veut dire. Déjà, on fixe un repère, donc un point hein, et une base. Et grâce à ce repère, c'est comme ça, avec une base on faisait des matrices, ben maintenant, grâce à ce repère, on va créer des matrices. Alors regardez l'astuce quand même, à un point, on va rajouter un 1 ici, et ça va être utile. Ici on met un 1, et ici on met la matrice de OM, O c'est l'origine du repère, OM, dans la base E, dans cette base E. Et ça, ce sera la matrice du point M dans le repère R. Donc je rajoute juste un 1. C'est pour le calcul matriciel, vous allez voir après à quoi ça sert. Maintenant, ça c'était la matrice d'un point, de la même façon qu'on avait la matrice d'un vecteur. Maintenant, la matrice d'une application affine, alors c'est là qu'on va bien comprendre à quoi sert le 1, c'est qu'on veut des matrices carrées. Or pour l'instant, la donnée de F vient de la donnée de F flèche, donc la matrice de F flèche naturellement dans la base E, d'accord, voilà cette matrice-là, mais il faut aussi définir la matrice du vecteur OF de O dans la base E. C'est-à-dire qu'ici, ça ne me fait plus une matrice carrée, ça c'est un petit peu embêtant, hein, d'accord, si on veut faire de la réduction, mais là, en rajoutant une ligne de 0 et là un 1, là, je vais obtenir à nouveau une matrice carrée qui va être pratique comme on va le voir. Donc ici, je reconnais là, ce vecteur colonne maintenant qui est agrandi de 1, c'est la matrice de F de O dans le repère R, d'accord? Et on vérifie les choses suivantes. D'abord, que quand on veut faire la matrice de F de M dans le repère R, d'accord, ici, eh ben, c'est cette matrice fois la matrice de M dans R. Bon, d'accord, ça vient, ben, je vous laisse faire le calcul et vous allez voir que ça vient exactement de F de M égale F de O plus F flèche de OM. C'est exactement ça que vous allez obtenir. Mieux, quand vous allez composer G rond F, la matrice dans le repère R de G rond F, définie comme ça, hein, et ben, c'est simplement la matrice de G dans R fois la matrice de F dans R. Voilà. Et ça va venir du fait du calcul par bloc matriciel, hein, faites-le en exercice, mais c'est simple, hein, c'est juste que G rond F flèche, c'est G flèche rond F flèche, qu'on a déjà vu, donc qui va se voir avec la multiplication matricielle comme d'habitude. Et pour ce terme-là, bon, les 0 et les 1, vous allez les trouver, et pour ce terme-là, vous allez utiliser le fait que G rond F de O, c'est G de O plus G flèche appliqué au vecteur OFO. Alors ça, pourquoi c'est vrai? Ben oui, parce que j'applique la formule d'une application affine, de l'application affine G rond F, au point G de O. Donc ici, je vais avoir G de O, le vecteur, G de O, G rond F de O. Et ça, évidemment, c'est égal à G flèche de O, F de O. Voilà. Et ça, vous allez le retrouver quand vous allez faire le calcul. Faites-le en exercice. En tout cas, c'est super pratique, on va l'utiliser. Hein. Voilà. Maintenant, encore d'autres choses sur la loi Rond. On avait dit, hein, puisque là, on va attaquer le problème délicat du cas où 1 n'est pas dans le spectre de phi, hein, d'accord? Et on sait que, au pire, si f n'a pas d'invariant, on peut toujours l'écrire sous la forme d'une translation rond FO. On en avait parlé au tout début. Voilà, bon, ça vient directement de la définition. Hein. Comme telle est une translation, ici, je vais avoir T flèche égale identité. Donc ici, je vais avoir F flèche égale FO flèche. Bon, facile. La réciproque, on aimerait passer FO de l'autre côté, mais il n'est pas inversible. Ah, ça c'est embêtant. Donc on peut pas le faire. Mais en revanche, c'est pas difficile à bricoler. On suppose réciproquement
on suppose réciproquement que G flèche égale F flèche pour deux applications affines G et F. On veut montrer qu'elles diffèrent d'une translation. Alors ici, on a G de M, ben ça va être G de O plus G flèche de OM. Mais G flèche de OM, c'est F flèche de OM, d'après ça. Donc maintenant, G de O, ben c'est évidemment FO plus F vecteur FOGO, évidemment, toujours plus ça. Mais maintenant, quand on utilise l'associativité, tout le bazar, ici, ça va faire F de O plus F flèche de OM. Donc F de M plus ce vecteur que je vais appeler U. D'accord? Et donc, là, je reconnais que c'est la translation de vecteur U rond F appliquée à M. D'accord? D'abord, on fait F de M et ensuite, on translate par U. Donc, on voit bien que, du coup, G est égal à TU rond F, parce que c'est vrai, quel que soit M. Voilà. Alors maintenant, ça va nous dire quoi? Ça va nous dire que si je regarde FO rond TU, d'accord? Et bien, c'est égal à un certain TU' rond FO. Regardez, vous prenez FO rond TU, bah, quand vous allez faire la flèche dessus, ce sera la flèche de FO, donc ce qu'on appelle phi, d'accord? Donc FO rond TU et FO ont même endomorphisme associé, donc ils diffèrent d'une translation à gauche, d'accord? Maintenant, je sais qu'il existe un vecteur U' et je veux calculer U' en fonction de U. Voilà, petit exercice que vous pouvez faire, hein, bien sûr. Alors, bah pour ça, puisque je sais qu'on a cette formule, pour trouver U' en fonction de U, je l'applique à O. Pourquoi je l'applique à O? Parce que O, par définition, est invariant par FO. Appliquons à O. Le membre de gauche, bah, c'est O plus U et FO de O plus U. Et le membre de droite, bah, j'applique à O, FO de O, c'est O. Et donc là, on va avoir O plus U'. D'accord? Mais ça, c'est FO de O plus phi de U, par définition. D'accord? Et FO de O, c'est O. Donc c'est O plus phi de U égale O plus U'. On simplifie par O, on a le droit de le faire, et ça va nous faire que U', c'est phi de U. Et donc, on a cette formule dont on se servira, c'est FO rond TU égale T phi de U rond FO. Entre parenthèses, si FO était inversible, bah, c'est ce qu'on appelle finalement le principe de conjugaison translation. Parce que ici, FO est bijective, donc on peut conjuguer par FO, et bien ça nous fait la translation de vecteur phi de U, c'est-à-dire que U est déplacé par phi. Voilà, donc c'est assez naturel finalement comme formule. Voilà. Bien, je pense qu'il est temps de commencer avec ce théorème. On a fait assez de préliminaires. Voilà pour moi le théorème central pour passer d'un problème affine en un problème vectoriel. Je pense le problème de transformation affine d'un espace affine dans lui-même. Donc c'est le big théorème. Après on va en discuter un peu et on le prouvera par la suite. Donc soit F une application affine de E dans E, hein, c'est ça, hein, d'endomorphisme forcément associé phi, et on suppose que E est égal au noyau de phi moins id en somme directe avec im de phi moins id. Bon, vous remarquerez ici que il suffit que l'intersection soit nulle entre les deux, puisque grâce à la formule du rang, on a les dimensions qui donnent bien ce qu'on veut. Ok, donc voilà une bonne hypothèse de départ dont on discutera après. Alors, il existe un unique couple TG. Alors attention, T c'est une translation de vecteur U. U c'est un vecteur de ker de phi moins id. Voilà. Et G c'est une application affine ayant un point fixe qu'on va appeler A. Hein, on a donné le nom à un vecteur. Voilà. Et tel que F égale T rond G égale G rond T. Voilà. D'accord. Donc déjà, il y a cette unicité qui n'est pas pour déplaire. D'accord. Et parce que l'existence de juste ça,
Ça, c'est pas difficile, ça on l'a déjà vu, hein, mais c'est pas canonique. Donc ici, on a vraiment une décomposition canonique et puis vraiment jolie. Alors ici, on a en plus la commutation. Alors, comment on va interpréter ce théorème? Alors, la première chose, c'est que on avait vu que si 1 n'était pas valeur propre de phi, c'est-à-dire si ça c'est 0, quelque part, alors phi et f se ressemblent, sont même carrément conjugués. Pourquoi? Parce que f a alors un point fixe, en plus il est unique, ce qui gâche rien, et par ce point fixe, on peut assimiler l'espace vectoriel E, ici, avec l'espace affine, mais muni du point A, du point fixe. Et de cette manière, en conjuguant par cette bijection, on peut assimiler phi et f. Voilà. Maintenant, donc, là, c'est merveilleux, parce que par exemple, vous avez les homothéties, on a vu les homothéties de rapports différents de 1, et les homothéties, elles ont un centre, forcément, et ce centre est unique, et avec ce centre, en l'assimilant au vecteur nul, on peut assimiler l'endomorphisme et l'application affine. Voilà. Maintenant, ce n'est pas toujours possible, parce que ce noyau n'est pas toujours nul. Ici, on va avoir des fois des noyaux. Mais si on a cette situation-là, d'accord, qui est quand même assez courante une fois que on sait que ce noyau il est non nul, et si on a cette situation-là, eh bien, on a quand même ça. Et ça veut dire que, bon, G, comme il va avoir un point fixe, lui, il est facile à comprendre, et une translation, c'est pas difficile à comprendre, d'autant plus qu'on a l'unicité. Et donc, on va dire que phi va avoir une version glissée. C'est-à-dire que ici, on peut le voir comme une version glissée, on en parlera un peu, on fera des dessins. G, on le comprend, mais F, c'est une version glissée de phi, puisque on va prendre notre G, qu'on comprend bien, hein, puisque c'est moralement phi, et ensuite on le glisse le long du sous-espace propre pour la valeur propre 1 de phi. Voilà, hein, on fera des dessins là-dessus. Maintenant, on va dire un petit peu plus sur ce théorème. Alors regardez cette formule, hein, on a phi qui est égal par définition à f flèche, mais là on a vu que f flèche c'était égal à g flèche. Voilà. Et on va poser a tel que g de a égale a. Voilà. Si 1 est dans le spectre phi, bon g de m est égal à m. Si et seulement si, finalement, phi de AM est égal à AM. Pourquoi? Parce que phi, c'est G flèche, donc phi de AM, c'est G de A, G de M. G de A, c'est déjà A. Et là, ici, comme G de M est égal à M, on va avoir AM ici. Bon, donc ça, c'est facile. Et ça veut dire, si on regarde bien, que AM est dans le sous-espace propre E1 pour phi, pour la valeur propre 1. Et donc que M appartient à A plus E1. Et ça, c'est si et seulement si. D'accord? Donc, autant G est unique, autant A, maintenant, ne l'est pas. Hein, à partir du moment où 1 est valeur propre, évidemment. Mais c'est unique, le point fixe est unique modulo le sous-espace à phi. Maintenant, si 1 n'appartient pas à spec phi, qu'est-ce qui se passe? Le noyau de phi moins i, c'est 0, et on va avoir donc U appartient à 0, donc U égale 0, et donc ici la translation, ça va être l'identité. Donc ça veut dire que F égale G, ça veut dire que F possède un point fixe, mais ce point fixe, il est unique modulo juste A, hein, puisque ça c'est 0, et donc du coup, ça veut dire qu'il est vraiment unique. Donc on retrouve la proposition de tout à l'heure. Donc ce théorème, vous pouvez presque oublier la proposition de tout à l'heure. Voilà.
Vous pouvez noter, alors ce théorème, il est prouvé, c'est le 1.3.72, je m'en rappelle encore par cœur, parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps, de carnet de voyage en algébrie, et quelque chose que je ne ferai pas, mais bon, qui n'est pas difficile à faire en exercice, mais vous pouvez le voir dans le livre, c'est que on a la réciproque, c'est-à-dire que si on a unicité d'une telle décomposition, comme ceci, alors E et somme directe ici de ça et de ça. Donc, c'est-à-dire que quand même, c'est un vrai théorème. J'aurais dû le mettre dans le théorème, mais bon, je vous le dis, et puis vous essayez de le démontrer en exercice, c'est moins important. Alors, quelles sont les filles, maintenant, qui vérifient ça? Est-ce qu'on a une famille qu'on connaît un petit peu plus intimement? Alors d'abord, si E est un espace euclidien, et si phi est une isométrie, alors, c'est pas difficile de démontrer que le noyau de phi moins id est orthogonal à l'image de phi moins id. Ça, c'est pas dur. Et du coup, ben oui, ils sont en somme directe, hein, parce que vu les dimensions, donc voilà, donc ils sont orthogonaux les deux. Donc, dans l'étude et la classification des isométries, ce théorème, c'est un boulevard, hein, d'accord? Et on verra avec ça la classification des isométries en dimension 2 et en dimension 3 qui sont au programme de la grille. Si maintenant, autre chose, si 1 est racine simple de mu phi, donc du polynôme minimal de l'endomorphisme phi, et ben oui, là ça va marcher aussi. Hein. Alors regardez la preuve, ça va nous rappeler une petite chose qui des fois est borderline, c'est que à partir du moment où 1 est racine simple de mu, eh ben, ça veut dire que le noyau de phi moins id est égal au noyau de phi moins id au carré. Alors on a toujours évidemment l'inclusion, hein, d'accord, c'est ce qu'on appelle les noyaux emboîtés. Et à un moment, dans ces inclusions, vous devez savoir qu'il y a une égalité. À quel moment se produit l'égalité? Ben, elle commence au moment de la multiplicité, d'accord, donc ici, de la valeur propre, hein, dans le polynôme minimal. Voilà. Hein, donc ça, c'est quelque chose on va dire, semi-classique. Et comme 1 est racine simple, mu, ici, on a donc du coup que l'égalité commence à 1, à cause du simple. Ici. Voilà. Après, vous pouvez essayer de le démontrer hein, à l'aide du lemme des noyaux, par exemple. Hein. C'est un petit exercice. Donc, maintenant, je veux montrer qu'on a une somme directe. On a vu qu'il suffit de montrer que l'intersection est nulle. Donc, je vais prendre x dans l'intersection et je vais montrer que x, il est nul. Effectivement, si x est dans l'intersection, hein, d'accord, alors x est égal à phi moins id de y, puisqu'il est là-dedans, il est dans le im, d'accord. Maintenant, quand on va faire phi moins id de x, ben ça fait 0, donc ça veut dire que phi moins id carré de y est égal à 0, évidemment, et donc phi moins id de y égale 0, puisque y il est dans le noyau du carré, donc il est dans le noyau, et donc on a ceci. Voilà, et donc ça c'est x, donc ça nous fait x égale 0. Voilà, donc on a montré que, en fait, il suffit de s'intéresser au polynôme minimal de phi et juste de regarder l'ordre de la racine 1. Si 1 n'est pas racine, eh ben c'est gagné, parce que ça veut dire que 1 n'est pas dans le spectre, et si 1 est racine, on a encore une chance, hein, on peut rejouer, hein, si on veut, parce que on peut avoir une racine simple. Après, si la racine est multiple, ben non, là maintenant, on n'aura pas ça. Donc, allons-y pour la preuve du théorème. En préliminaire, juste pour regarder cette commutation, vous allez remarquer qu'on a toujours la formule, bon, G, là, cette fois-ci, est une application affine quelconque, et T, c'est une translation de vecteur U, G, on va l'appeler phi, son endomorphisme associé, G rond la translation de vecteur U est égale à la translation de vecteur phi de U rond G. Voilà. Donc ça marche toujours, c'est très facile. Vous l'appliquez à un point O quelconque, ben le membre de gauche, ça va être G de O plus U, évidemment, et le membre de droite, ça va être G de O plus
phi de u. Mais la formule des applications affines dit que g de O plus u, c'est égal à g de O plus g flèche de u, donc plus phi de u. Donc c'est bien exactement ça. Hein. Donc ça, cette égalité, elle est claire. Donc maintenant, on va supposer que E est somme directe ici, et on va fixer un repère, et on va regarder les choses matriciellement. C'est-à-dire qu'il faut décomposer f en t rond g. Maintenant, g rond t, c'est plus la peine, puisque c'est assuré par ça, à partir du moment où u est dans le caire de phi moins identité, hein, on aura bien phi de u égale u, donc cette commutation est assurée par cette formule. Donc maintenant, il suffit de montrer ça, et ça on va le montrer matriciellement. On prend f, sa matrice, on a dit que c'est de la forme M0, X1. M, c'est la matrice de phi dans la base E, si le repère c'est OE, et X, le vecteur OF de O, dans la base E. Donc ici, j'ai un X qui est dans E, hein, pour l'instant je ne peux rien en dire, c'est juste que c'est un X dans E, et M que c'est la matrice de phi. Alors maintenant, ce que je sais, c'est ça, donc je vais pouvoir décomposer X en U plus V, avec U dans le sous-espace propre, qui n'est peut-être pas sous-espace propre, puisque si ça se trouve, 1 n'est pas valeur propre, donc en tout cas il est dans ker de phi moins identité, et V dans im de phi moins identité. Donc ça on peut le décomposer, et maintenant on a M 0x1, du coup, à partir du moment où on a ça, on peut le décomposer comme ça. Hein. Vous vérifiez qu'on a bien cette décomposition, on a bien M, on va avoir V plus U, donc le plus V, ça fait X, et puis 0 et 1, c'est assez clair. Qu'est-ce que c'est que cette matrice-là? Ça, c'est la matrice d'une translation. Hein. Pour vous en convaincre, soit vous dites, regardez, hein, vous voyez bien que son endomorphisme associé, c'est l'identité, donc c'est une translation. Mieux, on peut l'appliquer à un vecteur, donc un point, c'est Z1, on a vu que les points dans le repère s'écrivaient en vecteur colonne Z1, et donc si on regarde l'image d'un point, par ça, ça fait Z plus U. Donc on voit bien que c'est exactement la translation de vecteur U, hein, on avance de U. Voilà, donc ça c'est la translation de vecteur U, donc c'est parfait pour ici, avec U dans ker de phi moins id, puisque U était bien dans ker de phi moins id, donc très bien. Maintenant, il va falloir comprendre ce que c'est que ça, donc ça va bien être correspondre à une application affine G. Maintenant, il faut montrer qu'elle a un point fixe A. Alors, qu'est-ce qu'on sait d'un point fixe? On veut qu'il existe Z tel que ça fois Z est égal à Z1, hein, d'accord? Donc, on veut cette égalité, c'est ça un point fixe, hein, d'accord? Écrit matriciellement, évidemment. Donc ça veut dire qu'il existe Z, quand on développe, ça fait mz plus v égale z, et puis le reste c'est 1 égale 1, donc ça je m'en débarrasse. Donc il suffit qu'il existe z, un vecteur colonne, tel que mz plus v est égal à z, mais ça, cette existence, ça revient à dire que v appartient à im de id moins m, puisqu'on va avoir id moins m d'un certain z ici. Mais im de id moins z, c'est pareil, pareil que im de m moins id, puisque c'est des espaces vectoriels, donc c'est stable par moins 1. Et donc, on a ça. Donc maintenant, comme v est bien, par définition, dans im de m moins id, on a ceci. D'accord? Maintenant, c'est un peu plus. On vient de montrer l'existence, il faut montrer maintenant l'unicité. Voilà. Maintenant, il suffit de montrer l'unicité de la décomposition. C'est pas très difficile. Regardez, de toute façon, il suffit d'avoir ça, hein, puisqu'on a U appartient à ça, donc j'oublie ça. Maintenant, je vais écrire ça matriciellement. Je vais supposer qu'il y en a deux, et je vais l'écrire matriciellement. Donc je l'écris comme ceci, d'accord? Donc évidemment, T va correspondre, donc il va y avoir T' rond G' égale à T rond G, donc T' va être sous cette forme-là, T sous cette forme-là, avec U' et U dans ker de phi moins id. G et G' vont être de cette forme-là. Forcément, hein, on a vu que nécessairement G et G'
avait pour endomorphisme associé phi, en tout cas le même endomorphisme associé que f. Donc ici, j'ai bien m et m, hein, j'ai pas un m' et c'est le même m ici. Et donc, qu'est-ce que ça me fait? Ça va me faire très facilement que nécessairement, en tout cas, v' plus u' est égal à v plus u. Hein, d'accord? Voilà. D'ailleurs, on ne s'est pas servi de m. Maintenant, le fait que G soit une application affine ayant un point fixe, et bien ici, le fait d'avoir un point fixe, ça veut dire qu'on a ça, et ça veut dire que V est dans im de m-i. Et V', bah, du coup aussi, est dans im de m-i. Donc maintenant, quand on va développer, on va avoir u' plus V' égale u plus V, quand on va regarder le vecteur qui est en haut à droite, on va obtenir ceci, mais avec u' dans ker de phi-z, V', dans im de phi-z, et donc, comme la somme est directe, on a bien unicité de cette décomposition, d'où l'unicité matricielle, et d'où l'unicité au niveau de la décomposition de f. Voilà, on a fini la preuve, et juste pour terminer, je signale que si, ça va donner une bonne idée des choses, hein, si on est sur un corps de fini, de cardinal Q, je regarde l'ensemble des applications affines de l'espace affine Kn, donc qui est de cardinal finalement Q puissance n facteur de n plus 1, hein, parce que si vous regardez matriciellement, vous voyez bien que ça va dépendre de... Vous avez des matrices à n plus 1 colonne et n lignes, parce que les dernières lignes, c'est 0 et 1, hein, d'accord? Donc c'est Q puissance n plus 1, donc bon, bref, c'est fini. Donc on peut regarder la probabilité pour que f ait une décomposition réduite, on tire là-dedans une application affine f, et ben la probabilité est de 1 moins 1 sur Q2. Donc vraiment c'est énorme. On voit que on a toutes les chances d'avoir une décomposition réduite. Ça fait un joli développement qu'on peut trouver dans le carnet de voyage en algébrie, c'est le 1.3.74. Voilà. Ok, on va terminer là-dessus.